La prochaine rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, la première depuis 2017, est à la une de l'actualité mondiale. L'Europe reste en retrait et se prépare à sa manière. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle demi-heure d'information sur RT en français depuis Moscou. Il ne reste plus que quelques jours avant cette rencontre Trump-Poutine. Mais l'Europe continue d'essayer d'imposer sa vision du conflit au président américain. Aujourd'hui, une réunion en visioconférence a eu lieu entre Zelensky, Trump et les dirigeants européens. Les conclusions de cet échange avec Igor Kourachenko. Je me permets de commencer par la publication d'Axios qui dit que le sommet Trump-Poutine va mettre Zelensky dans le coin diplomatique. Un scénario, il faut bien le dire, réaliste et surtout peu rassurant pour Kiev et Bruxelles qui ont entrepris aujourd'hui, avant le sommet Trump-Poutine, la dernière tentative pour faire vaciller la position de Donald Trump. C'est du moins ce que laisse entendre la déclaration d'Emmanuel Macron après ce call. Il a appelé Washington à maintenir le soutien à l'Ukraine. Écoutons. Nous avons réitéré le fait que jusqu'à ce qu'il y ait un cessez-le-feu puis une paix durable, il nous faut maintenir le soutien à l'Ukraine. Et quand je dis nous, c'est tous, Européens et Américains. En fait, cela fait déjà plusieurs mois que Donald Trump insiste sur le cessez-le-feu. Et d'ailleurs, la Russie a dit oui. Souvenez-vous, au mois de mars, Vladimir Poutine l'a déclaré publiquement, mais il a proposé quand même de travailler sur certains points de ce cessez-le-feu. Par exemple, sur les forces de contrôle du régime du cessez-le-feu, parce qu'il doit bien s'agir d'une force à qui font confiance l'Ukraine et la Russie à la fois. Et bien sûr, la question clé pour la Russie, eh bien, qui va garantir que l'Ukraine ne va pas utiliser ce temps pour se réarmer? Eh bien, pour l'instant, Moscou n'a pas entendu les déclarations de ce genre. Au contraire, l'Ukraine insiste d'abord le cessez-le-feu, sur quelles conditions, on ne comprend toujours pas, et puis les négociations de paix. Mais comment négocier avec Kiev qui avance les conditions absolument irréalistes? Vous vous souvenez, par exemple, Volodymyr Zelensky a dit qu'il n'est pas prêt à faire les concessions territoriales à la Russie. Il a dit déjà à plusieurs reprises, sous différentes formes, et aujourd'hui, il a réitéré sa position. Quant à ma position, elle n'a pas changé car elle s'appuie sur la constitution de l'Ukraine. Tant que la constitution du pays n'aura pas été modifiée, la position de celui qui la garantit ne pourra être changée. Nous avons également discuté de ces questions aujourd'hui et ce sont, bien entendu, des questions très délicates. Je tiens à souligner tout de suite que les questions relatives à l'intégrité territoriale de notre pays ne peuvent être débattues sans tenir compte de la position de notre État, de notre peuple et de la constitution de l'Ukraine. La question qui se pose, est-ce que Zelensky actuellement est en position de force pour dicter ses conditions? Parce que du point de vue diplomatique, eh bien, cette rencontre Trump-Poutine n'est surtout pas en sa faveur, car c'est une occasion pour Vladimir Poutine de livrer directement sa position au président américain, une position, il faut bien le dire, fondée sur le droit international et la situation sur le terrain. Donald Trump a aussi commenté ce call avec les Européens et Volodymyr Zelensky. En fait, à en juger par ses déclarations, il reste optimiste quant à l'issue de ces pourparlers. Il n'exclut même pas qu'il peut y avoir une seconde rencontre. Il y a de très bonnes chances que nous ayons une deuxième réunion qui sera plus productive que la première. Parce que lors de la première, je vais comprendre où nous en sommes et ce que nous pouvons faire. Encore une fois, c'est la guerre de Biden, ce n'est pas ma guerre. C'est lui qui nous a impliqués dans tout ça. Donc il reste à attendre et à voir si ce sommet permettra de faire évoluer la situation dans le conflit ukrainien. Bruxelles exclut des négociations en Alaska et choisit d'adopter une stratégie qui fait l'objet de critiques de la part de certains de ses membres. L'Europe, qui a longtemps défendu des positions irréalistes, est sur le point de se diviser. Selon le journal britannique The Telegraph, Londres appelle déjà ses collègues au sein de la coalition à modérer la rhétorique contre Trump. Contrairement à nos homologues européens, nous ne faisons pas publiquement de demandes aux Américains. À en juger par le comportement des Européens, ils vont agacer les Américains. Ils vont agacer Trump s'il commence à faire des demandes et à tracer des lignes rouges.
Il faut rappeler que suivant l'exemple de Zelensky, tant Merz que Macron ont appelé les États-Unis à ne parler à la Russie qu'en position de force, alors que presque tous les principaux membres de l'UE ont vivement critiqué la rencontre, la jugeant inappropriée et inutile dans les circonstances actuelles. La Hongrie a également fait entendre la voix de la raison au milieu des appels à une nouvelle escalade. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban n'a pas pu s'empêcher de commenter une situation qui concerne directement l'avenir de l'Europe. Il a déclaré qu'il était temps pour les dirigeants européens de se réveiller et de prendre l'initiative de régler le conflit en Ukraine par leurs propres moyens. En raison de l'inaction des membres de l'UE, le dirigeant hongrois les a qualifiés de pitoyables et faibles face au président de la Russie et des États-Unis, soulignant que l'UE ne faisait que donner des conseils au lieu de prendre l'initiative du dialogue. L'Europe pourrait être maîtresse de son avenir si nous, Européens, menions des discussions avec les Russes sur l'avenir de l'Europe. Les Russes discutent actuellement avec les Américains de nombreuses questions, comme l'a dit le professeur, y compris l'avenir de l'Europe. Mais ce n'est pas nous qui négocions. Cela confirme cette vieille vérité. Si tu n'es pas à la table des négociations, c'est que tu es au menu. Jusqu'à présent, l'Europe est restée fidèle à son principe, la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, imposant des exigences irréalisables et accusant la Russie de refuser de négocier. Toutefois, plus le temps passe sans dialogue, plus le fossé se creuse et Kiev dispose déjà de bien peu de temps pour le combler. À la veille de la rencontre entre les dirigeants de la Russie et des États-Unis en Alaska, l'Ukraine intensifie ses tentatives pour saboter cette réunion importante. L'intensification des efforts dans ce sens est évidente. La rencontre entre Trump et Poutine a eu l'effet d'une douche froide pour l'Ukraine et a déclenché une série de provocations tant sur le plan diplomatique que militaire. Ainsi, les déclarations incessantes de Kiev affirmant son opposition absolue à de telles rencontres avec les Russes ont trouvé un écho dans des actions concrètes visant à terroriser la population des régions frontalières. À l'approche du sommet russo-américain en Alaska, le régime de Kiev intensifie ses activités terroristes contre nos régions. Rien que cette nuit, du 12 au 13 août, nos forces ont intercepté et abattu 46 drones ukrainiens, dont 15 dans la région de Bryansk, 11 dans la région de Volgograd, ainsi que dans les régions de Rostov, de Belgorod, de Voronezh, dans le territoire de Krasnodar et en République de Crimée. Le ministère russe des Affaires étrangères n'est pas le seul à remarquer cette tendance. Rodion Mirochnik, ambassadeur itinérant pour les crimes du régime de Kiev, a déclaré qu'après avoir annoncé la préparation de négociations russo-américaines, l'Ukraine avait considérablement augmenté le nombre d'attaques sur des cibles civiles, entraînant une forte augmentation du nombre de victimes civiles. Comme si cela ne suffisait pas, dans la nuit du 12 au 13 août, le ministère russe de la Défense a révélé les plans ukrainiens pour une nouvelle provocation sanglante, visant cette fois non pas les Russes, mais les civils ukrainiens. À cette fin, le 11 août, le service de sécurité d'Ukraine a transporté en voiture un groupe de journalistes de médias étrangers vers la ville de Tchougouïev, dans la région de Kharkov, sous le prétexte de préparer une série de reportages sur les habitants de la ville près de la ligne de front. Juste avant le sommet de vendredi, les forces armées ukrainiennes ont planifié une frappe provocatrice à l'aide de drones et de missiles sur un quartier résidentiel densément peuplé ou sur un hôpital afin de faire un grand nombre de victimes parmi la population civile, laquelle devrait être immédiatement documentée par les journalistes occidentaux amenés sur place. Les cibles des frappes ukrainiennes restent traditionnellement les installations nucléaires et la centrale de Zaporojie connaît la même tendance à l'intensification selon son directeur. Cette proximité extrêmement dangereuse du périmètre de la centrale, d'environ 700 mètres ou un peu plus, démontre une fois de plus la folie dont font preuve nos adversaires. Nous avons entendu des tirs d'artillerie dans la zone industrielle, à proximité immédiate des lieux où travaille le personnel et où se trouvent les centres de communication. Malheureusement, ces derniers temps, les bombardements intensifs sont devenus constants. Je ne peux pas dire si c'est tous les 2 ou 3 jours, mais c'est très fréquent. Il y a 2 semaines seulement, des civils ont été tués lors du bombardement de samedi, lorsqu'un drone a attaqué une voiture transportant des retraités. Le véhicule des pompiers qui se rendaient sur les lieux a alors aussi été endommagé. Hier, dans un quartier de la ville, il y a également eu un incendie et les drones ennemis ont empêché les pompiers de se rendre sur place. Dans ses discours, Kiev se présente comme ouverte à une paix durable. Mais c'est dans ses actions que l'on peut voir ses véritables intentions. Apparemment,
La perspective d'un dialogue constructif effraie davantage Zelensky que la poursuite des hostilités, même jusqu'au dernier Ukrainien. Peu après la visite du directeur général adjoint de l'AEA à Téhéran, le trio européen s'est déclaré prêt à imposer de nouveau des sanctions contre l'Iran. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France se disent prêts à déclencher le mécanisme de réimposition de sanctions contre l'Iran si aucune solution négociée n'est trouvée sur le programme nucléaire iranien d'ici fin août. C'est ce qu'ils ont indiqué dans une lettre adressée à l'ONU. Nous avons clairement indiqué que si l'Iran ne souhaitait pas parvenir à une solution diplomatique avant la fin août 2025 ou qu'il ne saisissait pas l'opportunité d'une prolongation, le groupe E3 était prêt à mettre en œuvre le mécanisme de snapback. L'Iran considère toutefois comme scandaleux le fait que les puissances européennes tentent de priver l'Iran de son droit à l'énergie nucléaire civile. L'utilisation du prétendu mécanisme déclencheur comme instrument de pression sur l'Iran témoigne de la réticence des 3 pays européens à jouer un rôle constructif et sérieux en la matière. Nous soulignons que l'Europe, et en particulier ces 3 pays, pour des raisons évidentes, à la fois à cause de leur incapacité à remplir leurs obligations au titre du PHC et de leur position après l'agression militaire du régime sioniste et des États-Unis contre l'Iran, et le refus d'adopter une position logique et légale face à cette violation flagrante, se sont en fait privés des avantages de l'adhésion au PHC. Tant que l'Iran restera partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, il doit naturellement pouvoir jouir des avantages et des droits que cet accord garantit. L'article 4 du TNP est clair. Nous avons le droit d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, y compris l'enrichissement pour des applications pacifiques. Dans le même temps, le ministère iranien du renseignement aurait conseillé aux entreprises iraniennes de se préparer à une reprise des sanctions de l'ONU contre l'Iran, qui avaient été suspendues dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015 ou qui ont depuis expiré. Le ministère a exhorté les entreprises à trouver d'autres fournisseurs dans des pays comme la Chine, la Russie, l'Irak, etc., qui seront moins touchés par les sanctions. Le ministère du Renseignement a déclaré que le rétablissement des sanctions dites snapback inclura une interdiction de vente d'armes, le gel des avoirs et des comptes en devises étrangères des entreprises à l'étranger. De nouvelles sanctions seront imposées contre des personnes physiques et morales opérant dans des secteurs tels que le pétrole, la pétrochimie, les opérations bancaires, le transport maritime, l'assurance et les technologies sensibles. Il faut s'attendre à de fortes fluctuations des taux de change, à une baisse du pouvoir d'achat, à une augmentation du chômage, à des licenciements et à une augmentation du mécontentement social. Le 25 juin, le Parlement iranien a adopté à l'unanimité une loi obligeant le gouvernement à suspendre toute coopération avec l'AIEA. Selon cette loi, les inspecteurs de l'agence ne seront pas autorisés à entrer en Iran pour effectuer des inspections si la sécurité des installations nucléaires du pays et la possibilité de développer un programme nucléaire pacifique ne sont pas garanties. Cette mesure fait suite au bombardement d'installations nucléaires du pays dont Téhéran tient indirectement l'AIEA pour responsable. L'ex-premier ministre malien Choguel Maïga a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur des allégations de détournement de biens de l'État, selon un communiqué de son avocat publié sur X. Après avoir été auditionné la première fois, vendredi 1er août 2025, par la brigade du pôle national économique et financier, l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été convoqué ce mardi 12 août 2025 devant la même brigade, en vue, selon les enquêteurs, de confrontation avec certains de ses anciens collaborateurs. En fin de compte, les agents de la brigade lui ont notifié formellement son placement en garde à vue, en attendant la transmission du dossier aux autorités compétentes. L'enquête a également conduit à la mise en garde à vue de plusieurs anciens collaborateurs de Maïga, dont son ex-directeur de cabinet Isiaka Amadou Singare et 3 ex-directeurs financiers. Il est à noter que début août, un autre ancien Premier ministre, Moussa Mara, avait également été arrêté au Mali, accusé d'activités subversives contre l'État via les réseaux sociaux.
Et c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, tout l'univers numérique de RT en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 30 minutes pour une nouvelle édition. Restez avec nous.